Alors bonsoir à tous, bonsoir Marie de la Drôme, ça c'est sympa. Bonsoir Michel, Sylvette, Dominique, bonsoir à tous. Oh bah les Charentes-Maritimes c'est bien aussi ça. Et puis dans le Var il doit encore faire plus soleil que chez nous. Moi j'adore travailler sur le web quand tu vois des gens de partout. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Des quatre coins de France, puis quelquefois on a un petit coup d'œil du Canada, de la Nouvelle-Calédonie, machin. Enfin c'est super chouette. Alors bonsoir Guillaume, moi je suis contente d'être avec toi, de te voir pour de vrai, parce que nous nous sommes parlé au téléphone pour faire connaissance. Bon, en tout cas, bienvenue à cette soirée. Donc, on va parler ce soir de comment transformer vos doutes, vos appréhensions, tous C'est les super. petits problèmes de confiance en toi qu'on peut avoir, en confiance en soi et en motivation. C'est extraordinaire, Guillaume. C'est super chouette parce qu'en fait, je te disais, ouais, il va falloir que je prépare un pitch et puis c'est d'autres, on va bien, tu commences déjà. Ah ben, moi, Super. je connais mon sujet, donc Tu connais ton sujet. Bah oui, mais bon, moi j'avais envie d'en savoir un petit peu, que tu nous redises un tout petit peu plus par où tu es passé, d'où tu viens. Enfin, moi j'aime bien qu'on commence un petit peu comme ça. Ça permet un petit peu, avant d'entamer justement le vif du sujet, que la salle se remplisse. Hein. on va faire ça. C'était juste pour signifier aux personnes qui sont déjà là qu'on est bien sur cet atelier de la Oui, oui. Ah, non, transformation. mais ils sont pas trompés, c'est nous, hein. Guillaume, Andreu, de Lyon donc, et puis Maria, mais ça vous me connaissez. Vous me voyez régulièrement toutes les semaines, donc voilà. Donc de Lyon, Tout à fait. Je suis sur voilà. la région lyonnaise. Et bon, après, je bouge un petit peu partout quand même. Hein. Je fais des formations, notamment à Nice, sur Paris. Superbe. Donc, je suis à Lyon, Paris et Nice pour tout ce qui est formation. Parfois sur d'autres villes quand on m'y invite ou quand il y a des possibilités. Mais je bouge un petit peu, voilà. Même je fais des choses en Thaïlande, Mais c'est extraordinaire ça. Alors, j'ai lu quand même Enfants à haut potentiel, j'adore ça, les enfants à haut potentiel, mais tu l'as pas toujours su que tu étais un enfant à haut et potentiel. non. Alors justement, c'est ça qui est Quand est-ce intéressant. qu'on t'a collé l'étiquette? Oui, parce que bon, moi j'en ai eu aussi, je Alors, pense que je devais en en fait, être une aussi, mais bon, on m'a jamais mis Alors, cette en fait, étiquette. moi, je me percevais pas du tout comme un enfant au potentiel. J'étais plutôt un enfant qui était craintif, qui était anxieux, qui était complexé, qui manquait de confiance dans beaucoup de choses, Mmh. et qui avait pas forcément l'impression d'être très doué pour l'école, par exemple, hein, pour ce qu'on me demandait de faire Oui. à l'école. Par contre, euh, par contre, j'avais des réflexions, j'avais des intuitions, j'avais des choses j'avais des compréhensions sur les choses mais qui n'étaient pas forcément toujours bien comprises ou bien perçues par mon environnement. Donc, moi, j'avais plutôt tendance à me dévaloriser et avoir l'impression que j'étais bizarre quand même. Hein. C'était plutôt moi qui me sentais différent. Tu te sentais À cette différent, oui. époque-là. Bon. Donc, donc après, bien plus tard, en fait, j'ai rencontré une personne qui était spécialisée là-dedans et qui, quand elle m'a entendu parler, dire parler de moi, de mon chemin de vie, d'où j'en étais aujourd'hui, ma façon de voir le monde, elle m'a dit, ouh là là, mais tu aurais toutes les caractéristiques d'un zèbre, donc d'une personne à haut potentiel ou plutôt, je dirais multipotentiel. Et bon, bah finalement, il s'avère que c'est vrai, je suis donc une personne à multipotentiel. Si je devais donner un nom, je dirais plus multi que haut. Oui, ça serait plus logique, c'est vrai. Parce que haut, ça semble plus, enfin pour moi, plus une comparaison. Alors que multipotentiel, voilà, c'est dans tous les Alors, sens. Ça. bah, c'est-à-dire que il y a sûrement du haut potentiel dans le multipotentiel, mais le multipotentiel, c'est quelqu'un qui sent qu'il a qu'il a des possibilités de pouvoir faire des choses dans beaucoup de domaines. Mm. Et du coup, ça peut amener à des difficultés de choix. Alors justement, on va en parler ce soir, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans des manques de confiance ou dans des peurs ou dans des appréhensions, ce qui a été mon cas quand j'étais jeune, euh, parce ils ont du mal à déterminer ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont devenir. Alors on voit des personnes autour de nous qui ont des visions assez claires, qui savent assez, des fois intuitivement, des fois assez jeunes, qui savent ce qu'elles voudraient faire et ce qu'elles voudraient devenir. Voilà, moi je ferai ci, moi je ferai ça, moi ma vie elle va être comme ça. Et puis il y en a d'autres qui se retrouvent un peu dans l'expectative, dans le flou artistique, et, euh, et ça génère beaucoup de manque de confiance parce que ben c'est difficile d'avancer dans la vie sans avoir le sentiment de contrôler l'enchaînement des événements qui vont nous arriver. Et donc, ça demande de travailler sa confiance d'une certaine façon. Donc, c'est ce que je vais vous expliquer ce soir.
Et ce dont on parlait, il me semble aussi, Guillaume, si tu permets, Oui. ça entraîne aussi souvent l'éparpillement. Alors l'éparpillement également, bah oui, parce que automatiquement il y a, je peux faire ci, je me sens appelé par ça, j'ai l'impression que si je fais ça, je pourrais être doué. Il y a quelque chose à l'intérieur euh, qui met à la fois sous pression, sous tension, en fait un potentiel électrique, par exemple en électricité, quand il n'est pas utilisé complètement, ça crée de la tension dans la ligne électrique. Et c'est un petit peu pareil pour notre système nerveux. Quand on a un potentiel et que on sent très profondément qu'on pourrait faire rayonner autre chose que ce qu'on rayonne, que ce qu'on fait, ou que ce qu'on est, tout simplement, ça crée des tensions, ça crée des souffrances, ça crée des pressions intérieures. On se met la pression, on se dit que ça va pas comme ça va pas là où on en est, ça va pas, et on sent très confusément à l'intérieur de nous qu'il y a d'autres possibilités qui pourraient éventuellement émerger, mais comme avec on va dire notre mental, nos croyances, nos conditionnements, nos peurs, etc., on se limite, eh ben on reste des fois dans des zones où on s'affirme pas, où on se prend pas position, où on prend pas notre place, et on n'enchaîne pas. Enfin, je dirais qu'on n'enclenche pas. On n'enclenche pas la première ou la seconde ou la troisième pour aller dans la direction et dans le chemin qui nous convient. J'ai envie de dire que tous les chemins mènent à Rome. Et si Rome, c'était notre réalisation personnelle et notre épanouissement et notre réalisation sur cette terre, il y a quand même des chemins qui permettent d'aller plus vite que d'autres. Et il y en a qui sont paumés en bûche, et il y en a d'autres qui peuvent permettre d'aller plus vite. Et moi, j'ai pris beaucoup de chemins de traverse et chemins de dérive. Et à chaque fois, j'ai été ramené par la vie, d'une façon ou d'une autre, à aller vers la voie dans laquelle j'étais censé aller, celle dans laquelle je suis aujourd'hui. Mais ça a été avec beaucoup de résistance, parce que je manquais d'un certain nombre d'outils, je manquais d'un certain nombre on va dire, de conceptions intellectuelles, mentales, spirituelles, qui me permettaient de pouvoir y voir beaucoup plus clair et avancer de façon plus claire dans la bonne direction. Alors, justement, ça peut être intéressant là par rapport à toutes les personnes qui sont là. J'ai un écran noir. Bonsoir à tous. Bonsoir. On fait encore beaucoup de confusion sur les HP. Ce sont généralement des enfants en souffrance, différents des autres, tout à fait. Problème de sociabilisation. Donc ça a été effectivement, on peut dire que ça a été aussi mon cas. Il a bien fallu que je me contraigne à essayer de ressembler et essayer de m'adapter on va dire à la façon de fonctionner des autres. Et je dirais que ça m'a amené à construire une personnalité, à développer un ego et construire une personnalité vraiment particulière pour justement faire face et me sentir en sécurité et me sentir intégré dans le monde dans lequel j'évoluais. Et donc ça n'a pas toujours été facile, et surtout il a fallu faire un chemin de détricotage. J'ai fait un chemin de développement et de construction, et puis il a fallu derrière que je me rende compte qu'en fait finalement peut-être que le vrai chemin c'est un chemin de dépouillement et de déconstruction. Alors, n'est-ce pas aussi beaucoup de curiosité tout simplement? Alors, oui, peut-être de la curiosité. Moi, ce que j'ai ressenti, ça dépend des personnes de toute façon. Là, c'est vraiment important qu'on se dise que chacun de nous construisons une vision du monde particulière. On a tous une perception et une vision du monde très subjective. Et donc, pour chacun, ça peut être un petit peu différent. Pour moi, c'était pas forcément de la curiosité. C'était la sensation des appels, je dirais, en termes de sensation, c'est-à-dire l'impression que attiré par l'art, attiré par la chanson, attiré par la danse, attiré aussi par le design. Bon, j'ai fait du design, j'ai choisi plutôt une voie d'esthétique et de graphisme au départ, puis après j'ai fait d'autres choses. Mais c'est-à-dire que je sentais que dans chaque domaine, je pouvais y aller et que je pouvais avoir une certaine aisance. Il y a des gens qui sont très doués dans quelque chose et qui sont dans d'autres disciplines sont pas forcément faits pour ça, donc on voit très vite qu'ils sont pas très doués pour d'autres choses. Puis il y a des personnes, on sent qu'elles peuvent, avec un peu de travail, développer pas mal de compétences et de possibilités. Alors, sans rester sur cette idée trop rester longtemps sur cette idée d'enfant à haut potentiel, effectivement, ce que moi j'ai fait comme erreur, et ce que je vois que beaucoup de gens font ce type d'erreur dans leur travail de développement personnel, c'est que il y a
justement cette fameuse curiosité qui pousse à aller explorer plein de voies, plein de possibilités, plein de pistes, et de picorer parfois, je dirais, dans différents, un peu comme s'il y avait un grand buffet. Quand on se retrouve devant un grand buffet et qu'il y a plein de possibilités de manger, peut-être qu'il y a quelque chose en nous qui sait que ce serait bien qu'on se contente de manger les carottes, le truc et ce qui va nous faire du bien à la santé. Et puis finalement, on finit par consommer un peu de tout, on part un peu dans tous les sens. Et dans le développement personnel, c'est ce que moi j'ai fait pendant des années. D'ailleurs, la preuve, c'est tout ce que je peux avoir comme type d'ouvrage et de choses en arrière. C'est ce que j'ai fait, et je me suis aperçu que effectivement, ça avait un intérêt parce que ça permet de pouvoir, on va dire, cultiver son terreau mental, c'est-à-dire s'enrichir, s'ouvrir à de nouvelles conceptions, s'ouvrir à de nouvelles visions du monde, à des façons d'exister qui sont différentes selon les personnes, etc. Par contre, ça va pas toujours nous éclairer sur nous et sur ce qui est en nous et sur ce qui demande à pousser en nous. Et ce qui d'ailleurs nous pousse intérieurement, mais quand on laisse pas pousser ça comme il faut, bah ça pousse à l'intérieur, ça crée de la tension, ça crée de la pression intérieure, et puis ça peut créer des peurs, ça peut créer des stress, ça peut créer des souffrances. Quand on résiste à ce qui doit être, d'une certaine façon, ça crée de la souffrance. Alors le truc, c'est que les personnes du coup partent dans différentes techniques, usages, enfin utilisent on va dire, utilisent des stratégies pour se sentir mieux, mais n'ont pas forcément toujours clarifié au fond d'eux une vision qui leur permet de se dire « Ah, j'ai vraiment le sentiment que cette voie-là, cette direction-là, elle est faite pour moi. » Et pourquoi c'est compliqué de faire ça? Parce que, et ce qui fait qu'on manque de confiance parfois en l'avenir, et on va à ce qu'on va être capable de faire dans notre devenir. Ce qui est compliqué, c'est que on utilise généralement pour faire ça des processus mentaux qui sont parfois contre-productifs. C'est-à-dire qu'on a un super cerveau qui nous permet de créer des réalités virtuelles, c'est-à-dire d'imaginer ce qu'on pourrait éventuellement vivre, etc. Le truc, c'est que ce cerveau, quand il cherche à imaginer ça, quand on veut imaginer ça, ben il va pas forcément nous montrer les bonnes choses. C'est-à-dire, le mental va peut-être venir en faisant référence à certaines expériences un peu difficiles, un peu douloureuses, en allant se rattacher à l'intérieur de notre système nerveux à des références qui sont pas forcément agréables, et en voulant nous protéger, va parfois avoir tendance à plutôt nous montrer ce qu'il faudrait pas qu'on fasse plutôt que nous montrer ce qui serait bon pour nous de faire. Et du coup, on a une vision qui perçoit les obstacles, qui perçoit les difficultés. On se dit, bah là où j'en suis maintenant, dans ma réalité actuelle, par exemple, là où j'en suis dans mon niveau d'études, là où j'en suis dans mes capacités actuelles, là où j'en suis dans les compétences que j'ai développées, là où j'en suis dans les moyens financiers que j'ai pour avancer, là où j'en suis. On fait un point sur là où on en est. On regarde dans notre vie passée, ce qu'on a eu et ce qu'on a fait pour en arriver là. Et parfois, notre cerveau va plus facilement aller se connecter à nos échecs, à nos difficultés, etc. Et à partir de ça, on essaye de se projeter dans l'avenir en se disant « j'ai envie que ce soit bien, j'ai envie que ce soit mieux, j'ai envie d'éviter de souffrir comme j'ai pu souffrir avant, j'ai envie d'éviter de manquer d'argent comme j'ai pu manquer d'argent, j'ai envie d'éviter de… » Et on est dans une vision qui part d'états intérieurs qui sont plus liés à la peur qu'à l'amour. À la peur, je dirais, on est plus dans les foi que dans la foi, d'une certaine façon. Donc, on a des perceptions qui sont pas toujours très claires et très motivantes sur un plan intrinsèque, vraiment de la motivation profonde qui nous met en action, qui nous donne confiance, etc. Alors justement, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est est-ce que aujourd'hui, certains parmi vous rencontrent ce type de difficulté à savoir quelle est la bonne place pour eux, quelle est on va dire, la réalisation qu'ils pourraient faire ou qu'ils pourraient avoir et qui pourrait leur convenir, quelle est l'orientation pro, même si vous êtes par exemple entrepreneur, tiens, qu'est-ce que je devrais pouvoir,
qu'est-ce que je devrais faire de nouveau ou de mieux pour pouvoir faire évoluer mon business. Si vous êtes tout simplement dans des vies de relations personnelles, etc. Est-ce que cette vie me convient? Est-ce que toutes les choses que je suis en train de vivre me conviennent? Est-ce que vous avez une appréhension de l'avenir? Donc là, je vous propose de répondre et de dire si parmi vous, il y a des personnes qui se retrouvent parfois confrontées à ces appréhensions, à ces anticipations par rapport à l'avenir, qui sont pas toujours facilitantes, on va dire, mais qui ont plutôt tendance à limiter, à mettre dans le doute. Alors des fois, il faut peut-être un petit temps d'attente pour que les réponses arrivent. Pour ceux qui ont déjà répondu ou ceux qui sont en train de répondre, ce que je vais vous proposer justement, c'est quelques instants là, de rester confortablement assis dans votre fauteuil, ou je ne sais pas où vous êtes exactement installé, mais en tout cas d'être confortablement installé là où vous êtes installé, de vous mettre bien. Et je vais simplement vous proposer de fermer vos yeux quelques instants. Et d'essayer simplement d'imaginer, d'entrevoir de quoi va être fait votre avenir là, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, éventuellement dans les années qui viennent, mais à plus long terme. Et je vais juste vous proposer d'observer ce qui se présente à vous. Comment ça se manifeste? Est-ce que vous voyez quelque chose? Est-ce que vous entendez quelque chose? Est-ce que vous ressentez des choses? Est-ce qu'il y a une combinaison de ces différentes représentations visuelles, auditives ou sensorielles? Est-ce que vous voyez des choses qui sont enthousiasmantes, positives, qui vous font sentir intérieurement dans une confiance et dans une motivation qui vous fait sentir que vous avez vraiment envie d'y aller? Vous dire, ah ouais, non, mais là, ça, et puis je sens, j'ai presque la certitude que ça va fonctionner. Ou est-ce que vous avez plutôt une vision qui vous ramène à des choses plus pessimistes, plus difficiles? Vous sentez des petites résistances, des petits blocages, qu'éventuellement les choses peuvent pas forcément se dérouler telles que vous souhaitez. Maria? Comme chaque fois, tous les intervenants me font méditer, donc me font bailler devant la caméra. D'accord, ok. À chaque fois. Tu bailles, ok. Il n'y a pas une seule conférence où il n'y en a pas un qui me fait faire ça, parce que dès que je ferme les yeux, moi, ça n'y est pas. J'appréhendais l'avenir car je doute de mes choix. Alors, Sylvie. Oui, mais si c'est faire quelque chose de nouveau, le mental ne pourra pas nous aider car aucune mémoire à ce sujet. C'est bien sûr, mais pas handicapante. J'essaie d'aller au-delà, mais c'est pas toujours facile. Bernadette, je ne suis pas plus à ma place dans mon travail, mais je sais comment faire. Ok. Compliqué pour moi. Je suis en reconversion, ok. Donc ça, effectivement, c'est des situations qui sont déstabilisantes. Hein. Quand on n'est pas je dirais, sur des rails, parce qu'il y a des moments dans la vie où on a l'impression d'être sur des rails, on est dans un emploi, on s'imagine que ça va durer, on est dans une relation de couple, on a l'impression que c'est bon, que c'est parti pour durer. Enfin, il y a des moments de la vie comme ça où il n'y a pas ce genre de questionnement par rapport à ce qui peut se passer demain. Toutefois, on se retrouve parfois un petit peu je dirais, en mode je subis l'avenir. C'est-à-dire je subis les choses qui se présentent. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai pas une vision, j'ai pas quelque chose qui fait que c'est moi qui détermine la direction dans laquelle je vais partir. C'est moi qui dis, voilà, demain, demain et on va dire un champ de possibilités de potentiel inouï. Et moi, je décide de créer telle ou telle chose de façon à me sentir vraiment à l'aise, vraiment bien dans ma peau et vraiment en alignement avec ce que je veux. Si je suis pas à même de faire ça, alors il peut y avoir quelque chose qui donne du sens à ma vie, je dirais qui répond à une forme de raison d'être. Alors à ce moment-là, il peut y avoir une forme de souffrance, de tristesse, de déprime qui s'installe. Et ce qui se passe, c'est que la plupart des gens pensent, quand ils sont dans ces situations-là,
que ces déprimes, que ces tristesses, que ces manques d'ambition, ces manques de motivation, etc., sont liés à des difficultés du passé, à des mémoires, à des vies antérieures, à des traumatismes, etc. Alors, il y a une il peut y avoir une part de ça, de quelque chose qui, on va dire de l'ordre du karma, hein, peut-être, quelque chose qui est lié à nos mémoires. Le truc, c'est que il n'y a pas que ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que si on pense qu'il y a que ça, alors on va faire un travail permanent, on va tout le temps être en train d'essayer de se sentir mieux en allant nettoyer son passé. Et en allant tirer des racines, des fils, des trucs pour dire, ah ben, il y a cette situation, il y a ce truc que j'ai vécu, il y a cette difficulté que j'ai eue, il y a ces mémoires de telle personne, il y a ces choses, etc. Et en fait, on est sans cesse tourné, le dos tourné, donc l'avenir est derrière nous, et on regarde notre passé en essayant d'y voir plus clair et de nettoyer tout ça. Ça peut être intéressant à partir du moment où on sait où on va. Pour aller, je dirais, décrocher les liens qui nous empêchent d'aller là où on désire aller. Par contre, si je ne sais pas où je veux aller, si j'ai pas une vision claire de la tournure que va prendre mon existence, si je suis pas sûr d'être sur un chemin qui va me permettre de me sentir me réaliser, m'accomplir, qui va m'apporter du bonheur, alors là, je vais automatiquement penser que c'est lié au fait que de toute façon, je ne peux pas vivre de bonheur et je peux pas vivre bien parce que je suis pas suffisamment spirituel, parce que parce que j'ai eu une éducation qui m'a pas permis, etc., etc. Et donc je me tourne vers le passé et vers ma condition en disant c'est ma condition et mes conditionnements qui m'ont amené là. Et là aujourd'hui je me retrouve bloqué. Et ça ça peut être très souffrant. C'est-à-dire ça peut générer de la souffrance. Alors il y a des possibilités et des moyens de dépasser tout ça. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est ce qui m'a permis justement à un moment donné de passer je subis un peu mon existence. Moi j'avais fait des études de design. Enfin j'ai fait des études d'agencement au départ, de menuiserie, d'ébénisterie, d'agencement d'intérieur. Donc c'était quelque chose de très manuel parce que je pensais ne pas avoir les moyens de faire des études plus élevées. Et puis une fois dans ces études-là, je me dis ah oui mais c'est bon, je sais faire, je suis bon, je m'en sors bien, mais ça me parle pas. J'ai besoin d'aller vers quelque chose de plus. Comme j'avais une fibre artistique, une fibre créative, je me suis dit je vais peut-être partir plutôt vers le design. Alors je me suis orienté vers le design, mais à cette époque-là, c'était dans les chemins scolaires, c'était pas du tout possible. J'étais pas sur la bonne voie pour aller là où je voulais aller. Donc je me suis donné les moyens. J'ai remué ciel et terre pour pouvoir reconnecter à une formation de design, celle que je voulais faire. Et synchronicité, je suis tombé sur le seul prof de toute la France qui acceptait de prendre quelqu'un d'une autre session parce que lui-même avait vécu ça. Et donc j'ai été le dernier, je dirais, parce qu'après il pouvait plus le faire. Donc j'ai été le dernier à pouvoir passer dans une autre filière alors que normalement c'était pas possible. Bref, j'ai fait mes études de design, j'ai fait des études de design jusqu'à un diplôme supérieur. Et quand j'ai fini ce diplôme-là, je manquais encore beaucoup de confiance en moi, dans ma capacité d'avancer. Et j'ai pas, par rapport à plein de croyances limitantes, j'ai pas forcément beaucoup cherché dans ma voie, dans mon domaine. J'avais l'impression que ça allait être compliqué. Pourtant, j'étais plutôt doué dans ce que je faisais, mais j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui allait être compliqué, que j'allais m'enfermer dans des techniques, que j'allais m'enfermer dans des technologies, que je m'allais m'enfermer dans des trucs comme ça. Et que mon côté créatif, tout ça, allait être un peu réduit. Et me racontant toute cette histoire, j'ai pas continué. Et j'ai attendu de voir ce qui se passait. Et c'est le métier de vente et de commerce qui s'est présenté à moi à ce moment-là. Et donc j'ai dit tiens, pour exorciser un peu ma peur des autres, parce qu'à l'époque j'étais socialement, mes relations étaient un peu compliquées, je n'étais pas vraiment moi-même. Du coup, je me suis dit, pour être plus à l'aise avec les gens, pour me sentir plus en confiance, faire du commercial et de la vente, ça pourrait être relativement intéressant pour moi. Alors, je suis parti dans ce domaine et j'ai évolué dans ce domaine et j'étais plutôt bon dans ce domaine. Alors, du coup, comme j'étais plutôt bon, j'avais des bons résultats, j'avais des bons salaires, donc j'ai commencé à m'installer dans ma petite zone de confort de la vente. Sauf que ça me convenait pas profondément. J'avais un conflit de valeurs par rapport à ça. Je me sentais pas en adéquation en me disant je vends des produits que les gens achètent mais qui sont pas forcément. J'étais dans la téléphonie mobile à l'époque, les sites internet, mais la façon dont on me demandait de vendre, des argumentaires, enfin tout ça, ça me paraissait un peu sulfureux, un peu bizarre. Et moi, je me disais, j'ai pas envie d'être un être humain qui fait ce genre de choses avec les autres êtres humains pour se nourrir. Il y avait quelque chose en moi, une forme d'éthique ou de,
pas, de morale ou quelque chose en moi qui se disait c'est pas en accord avec tes valeurs. Donc, il a fallu que je cherche autre chose. Et comme j'étais complètement paumé, puisque finalement j'étais dans une filière qui ne me correspondait pas, même si je m'en sortais bien, le design, je pensais que ça allait être compliqué d'y retourner, donc je n'étais pas sûr que ce soit la bonne voie. Donc pendant un temps, j'étais un peu perdu, et c'est là que je suis rentré dans le développement personnel, en tout cas que j'ai commencé il y a 20 ans un parcours de développement personnel. Et dans mon parcours de développement personnel, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup cherché dans plein de disciplines, dans plein de domaines ésotériques, psychologie, sciences, neurosciences, etc. Enfin, j'ai essayé de comprendre les choses. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais beau essayer de comprendre et que j'avais beau me nourrir de plein de choses en termes de connaissances et de savoir, il y avait toujours quelque chose en moi qui n'était pas au clair sur ce que je voulais vraiment et sur ce que je voulais vraiment faire. Et c'est au travers d'un accompagnement que j'ai fait dans une formation. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, je vais quand même aller faire des formations, je vais quand même me faire accompagner par des gens, parce que tout seul dans mon coin, ça fonctionne pas. Et c'est au cours d'une formation, notamment en PNL, qu'il y a eu un processus qui nous a été proposé, un exercice à faire. Et cet exercice, il m'a permis on va dire, de transcender ma façon habituelle de percevoir mon avenir, de me percevoir moi et de percevoir mon avenir. Et du coup, il m'a permis de me projeter dans tout à fait autre chose, et il m'a permis de voir, au final, ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que ma voie allait être une voie de l'accompagnement des personnes. Au départ, je pensais que c'était lié à de la gestion du stress, à du mieux-être, etc. Donc, je suis parti un peu sur cette dynamique-là. Mais très vite, il s'est avéré que c'était des choses plus en lien avec la transformation de la conscience et avec le fait d'aider les gens à s'élever et aller au-delà. Au-delà de leur limite habituelle, on va dire, de libérer leur potentiel. Et c'est au travers de cette vision et de ce travail-là que j'ai senti cette possibilité, et j'ai senti cette possibilité, mais comme quelque chose de vraiment, à un moment donné, c'était troublant parce que j'avais l'impression que c'était quelque chose qui était vraiment, que ça allait être en fait. C'est-à-dire que c'était une vision, et en même temps, c'était ah ouais, mais ça paraît être une certitude. Je sens au fond de moi que ce truc-là, c'est vers ça que je tends. Mais c'était pas ultra précis dans la vision. C'était sur plusieurs années et c'était pas ultra précis. Mais il y avait quand même des éléments. Je vais faire ci, je vais faire de la formation, je vais me retrouver devant du public, je vais accompagner des personnes, etc. À cette époque-là, pour tout vous dire, je me sentais totalement imposteur vis-à-vis de ça. Je me sentais pas du tout dans cette dynamique parce que j'avais pas forcément les formations pour. D'ailleurs, pour ça que je me formais en PNL, en l'occurrence à l'époque. Et c'est là que j'ai commencé à sentir que je gagnais un petit peu confiance en moi. C'est quand j'ai découvert que, au fond de chacun de nous, il y a quelque chose qui sait. Quelque chose qui sait que nous, on ne sait pas qui c'est. Alors, des fois, on sait qui c'est, mais on ne sait pas ce qu'il sait. Et moi, mon job, c'est justement d'utiliser des processus, des protocoles hypnotiques, de PNL, de coaching hypnotique, qui permettent de pouvoir justement aller laisser cette connaissance intrinsèque et ces choses qui sont à l'intérieur de nous se révéler en nous et se présenter à nous comme un scénario de vie où d'un coup on se dit waouh, là c'est exactement ça à quoi j'aspire profondément. Je sens qu'il y a quelque chose qui est vraiment relié avec ce que j'ai confusément senti au fond de moi. Donc ça, c'est une première chose. Ça permet de travailler sur la confiance en soi, mais aussi en la vie. Et à laisser les choses qui doivent être, on va dire, se manifester au travers de nous. C'est pas quelque chose qui est de l'ordre de la volonté. Pas quelque chose qui est de l'ordre du principe masculin. C'est-à-dire, je dois là maintenant préciser des objectifs, savoir exactement ce que je veux faire, à quel moment je vais le faire, de quelle façon, comment je vais arriver à le faire. C'est pas de cet ordre-là. C'est très féminin en fait. C'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la coupe et de la réception. Je reçois de l'information, je canalise d'une certaine façon une forme d'information qui est à l'intérieur de mon système, ou qui passe par mon système en tout cas, et je reçois de la vision. Donc ça demande une forme de lâcher prise et ça demande une forme de confiance et c'est ça que j'accompagne pour pouvoir avancer. Ensuite, il va y avoir
d'autres éléments de la confiance en soi. Ça, c'est les éléments de la confiance en soi qui vous permettent de pouvoir vous sentir plus à l'aise à l'égard de ce que vous allez devenir acteur, de ne plus subir, mais de vous dire, je sens maintenant que je suis en mesure petit à petit de mettre en place des actions qui vont dans la direction dans laquelle je sens qu'il est bon pour moi d'aller. Ça, déjà, ça fait du bien. C'est une bonne étape. Mais derrière, il y a un phénomène qui se passe, c'est que une fois repris dans notre quotidien, dans notre vie quotidienne, dans notre environnement, il y a des effets épigénétiques, c'est-à-dire qu'au niveau de notre système nerveux et au niveau de nos systèmes neuronaux, etc., on a mis en mémoire cette destination, un peu comme dans un GPS, un neuro-GPS. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en nous qui s'est ancré et qui sait que potentiellement on va aller là-bas. Mais c'est un peu comme si de temps en temps le GPS il était plus en route, il fonctionnait plus, puis qu'on se retrouvait de nouveau perdu sur notre route avec les mêmes circonstances extérieures que d'habitude, et nos doutes et nos peurs et nos angoisses et nos manques de confiance qui reprennent le dessus, parce que on se dit, est-ce que je vais être capable de faire cette chose-là? Est-ce que je vais être capable de pouvoir me dépasser dans cette circonstance? Alors par exemple, je sais pas, je donne un exemple, mais imaginez par exemple que une personne ait la vision que moi ça a été mon cas, hein, je vais vous parler de moi, comme ça ce sera plus simple. Moi par exemple, quand j'ai eu cette vision, alors qu'à l'époque j'étais dans la vente et que je m'intéressais au développement personnel et que je pensais faire de la gestion du stress du type des massages, de la relaxation, des choses comme ça, je me suis vu sur une scène parler devant un grand ensemble de personnes. Et je voyais pas pourquoi je parlerais sur une scène. C'est-à-dire, j'avais cette image qui était là, je sentais que ça allait venir, je me disais tiens, je vais être sur une scène. Bon, je vais pas chanter apparemment. Je pouvais me poser la question à l'époque parce que ça me titillait de faire de la chanson, mais je me disais je suis pas chanteur, je suis pas tout ça. Mais apparemment c'est quelque chose qui m'attire, du moins en face de moi, et je vais aider ces personnes. Alors je me voyais un peu comme ça, les bras écartés, je me disais tu te prends pour Jésus ou je sais pas quoi là, faut que tu te détendes un peu, que tu redescendes. Mais voilà, c'était ça que je voyais. Et ensuite, quand je suis revenu, donc ça m'a beaucoup boosté. Et je me suis dit waouh, mais ça c'est énorme. En plus, j'avais vraiment l'impression que c'était potentiellement réel et tout ça. Mais après, tout de suite, toutes mes peurs sont revenues. Mais attends, qu'est-ce que vont penser les gens de toi? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Puis tu vas parler de quoi? Puis je veux dire, comment les gens vont prendre le fait que toi, menuisier, ébéniste, designer, vendeur de téléphone mobile, tu te retrouves sur scène pour leur parler de je sais pas quoi, ils vont se dire mais qui est ce gars, pour qui il se prend, etc. Donc j'avais tous mes doutes et toutes mes peurs qui revenaient. Et du coup, ça m'empêchait de poser des objectifs. C'est-à-dire, ça m'empêchait à un moment donné de clarifier certaines choses et de poser des choses. Et une fois de plus, ça a traîné, jusqu'à ce que je me retrouve de nouveau. Je repars de cette formation, de ces moments de formation que j'ai eu en coaching, en PNL et tout ça, parce que pour moi, ça a été des révélations. Je pensais que je pouvais m'en sortir tout seul avant de faire ces formations, juste en lisant des bouquins, en écoutant. À l'époque, il n'y avait pas trop de vidéos encore sur YouTube, mais tu vois, je pensais que je pouvais m'en sortir tout seul et que j'allais trouver les recettes, etc. Mais c'était pas tout à fait le cas. Et quand je me suis fait accompagner, j'ai découvert des modes de fonctionnement en moi, des possibilités d'aller travailler sur ma façon de fonctionner au niveau de ma gestion mentale, de ma gestion émotionnelle, sensorielle, et de ce que ça génère après dans mes comportements et dans ma façon d'être. Et je me suis dit, mais c'est dingue que ces choses-là, elles existent et que personne ne sache que c'est, ou que peu de personnes, en tout cas, sachent que ça existe. Et ça a révolutionné ma vie parce que c'est ensuite à partir de là que je me suis dit, mais moi, je veux pas juste aider les gens à se sentir juste mieux, moins stressés, pour continuer éventuellement pour reculer leur burn-out. Parce que des fois, c'est un peu ça. Il y a des gens, ils sont tellement pas du tout dans leur voie, ils sont tellement dans un truc qui leur convient plus, et ils y vont en force qu'au bout d'un moment, ils vont vers burn-out, mais ils trouvent des techniques pour se sentir mieux, ce qui est tout à fait louable et légitime pour entretenir leur santé, mais des fois, c'est juste reculer l'échéance. Et moi, je me disais, non, il y a vraiment, c'est vraiment important que les gens puissent trouver leur chemin, mais qu'une fois qu'ils ont trouvé cette voie ou qu'ils ont une envie, un désir, ils développent les moyens, les capacités intérieures de pouvoir avancer. Et pour ça, les théories, c'est bien, mais ça fonctionne pas toujours.
Hein, tous les posts Facebook, oui, aujourd'hui est un jour nouveau, vivez votre journée à fond, une journée, enfin tous les trucs toutes les belles phrases qui sont sur Facebook ou sur Internet sont intéressantes, ça nous stimule un peu, mais c'est pas ça qui nous change. C'est pas ça qui change forcément un état interne ou quelque chose qui est lié à une peur ou quelque chose qui est lié à une zone où on peut pas aller. Et moi, ma peur, c'était la parole en public, puisque quand j'étais jeune, bah, automatiquement, enfin ma peur, c'est la parole en public, c'est pas que la mienne hein, entre nous, hein, c'est celle de beaucoup de personnes, c'est une des peurs les plus répandues. Mais moi qui étais très timide, introverti, etc. Heureusement que j'avais fait un peu de vente, ça m'avait permis de me sentir plus à l'aise. Mais je faisais de la vente, je vendais des produits qui étaient pas moi, j'étais représentant d'une marque. Mais là, l'idée d'aller moi, je dirais, professer mes propres théories ou mes propres enseignements, là, je trouvais que c'était beaucoup plus compliqué. Et cette peur de parler en public, elle me paralysait. C'est-à-dire que même dans une formation, quand il s'agissait juste de prendre la parole pour me présenter, on faisait un tour de table. Il y avait 10 personnes, 15 personnes, il fallait que je me présente. Ben, au moment, enfin, j'étais en stress jusqu'à ce que ça arrive. Et quand ça arrivait, ben, je perdais mes mots, j'étais bloqué, etc. Et donc, ben, j'ai juste fait un travail. Pour moi, ça a été assez fou parce que en l'espace d'une demi-heure, trois quarts d'heure, avec certaines techniques et certains exercices, j'ai complètement transformé ce truc. Et toute la fin de la formation, je me suis retrouvé à ne plus ressentir l'inquiétude de prendre la parole quand c'était mon tour. Et après coup, bah, je me suis rendu compte que finalement, j'étais beaucoup plus à l'aise, que c'était plus facile pour moi. Et quand des occasions se sont présentées et que la vie m'a envoyé des possibilités je dirais, d'accompagner d'autres personnes, et ben à partir de là, et je me suis dit, bah là, je vais avoir un groupe devant moi, je vais avoir 10 personnes, 15 personnes, il va falloir que j'assure un atelier, une conférence, une formation. Bah à partir de là, je sentais au fond de moi que ça y est, cette peur était passée. C'est-à-dire, et je savais comment faire, c'est-à-dire j'avais la mécanique pour me remettre dans un état intérieur qui soit favorable, de confiance, de motivation, de détermination intérieure qui soit favorable pour passer à l'action. Et ensuite, ça, bah, pour développer mon activité, celle que j'ai aujourd'hui, je dirais faire des conférences. Je me suis retrouvé quand même sur des bon pas des salles énormes, mais des salles où il y avait 300, 400 personnes. Des salles, enfin, je me suis retrouvé avec des groupes très différents, très variés, que ce soit en ligne ou que ce soit en présentiel. Et j'ai accompagné, bien sûr, puisque j'accompagne aussi en coaching individuel à distance ou en cabinet des personnes. Donc, la relation aussi de se retrouver comme ça en intimité avec quelqu'un dans cette posture de je suis un accompagnant, je vais vous accompagner, je vais vous aider. Bah, au départ, ça me paraissait impossible. Enfin, je sentais beaucoup de peur, beaucoup de crainte et je repoussais. J'ai mis beaucoup de temps. J'ai mis beaucoup de temps avant de connaître ces techniques et avant d'appliquer ces techniques. Et une fois que ça a été fait, ça m'a fait passer des caps très rapides en fait. Alors, j'ai pas levé tous les caps tout de suite parce que la vie nous amène progressivement à faire les choses en leur temps. Hein, je me suis pas dit ah ben maintenant que je connais ces techniques et ces méthodes, je vais régler ce truc et ce truc et ce truc comme ça comme une machine. Non, je les ai fait au fur et à mesure que c'était utile. Mais ce qui est intéressant, c'est de connaître et de comprendre et d'être capable avec des protocoles et des processus très simples de questionnement pour soi ou pour les autres, de pouvoir accompagner une personne et la préparer mentalement et émotionnellement et par la même occasion, j'ai envie de dire, énergétiquement, quantiquement, si vous voulez, puisque finalement tout ça c'est relié, pour pouvoir la mettre dans la bonne vibration, pour pouvoir la mettre dans la bonne perception, dans la bonne sensation qui va lui permettre de faire ce qu'elle a à faire dans les meilleures conditions possibles. Donc, ça, c'est pour moi les choses qui m'ont permis de travailler sur ma confiance en moi de façon précise, de façon concrète. Parce que la confiance en soi, elle peut avoir plusieurs origines. Toutefois, l'idée, c'est que si on en manque, ou les personnes, quand elles vous disent « je manque de confiance en moi » ou j'ai un peu peur, ou j'ai l'impression que je suis pas fait pour ça, j'y arriverai pas, etc., etc., c'est très confus à l'intérieur d'elles. C'est-à-dire que on se raconte ça sur nous-mêmes, mais souvent c'est confus, et souvent on ne sait pas exactement de quoi on parle.
Et si on commence à rentrer dans un questionnement avec une personne pour savoir mais où est-ce que tu manques de confiance en toi exactement, on va se rendre compte en fait que il y a quelque chose de très précis qui lui fait manquer de confiance. Et c'est des contextes particuliers. Alors je vous raconte juste rapidement une petite histoire pour ça. C'est une personne qui vient me voir et qui me dit voilà, j'aimerais que vous m'accompagniez, c'est une femme qui me dit j'aimerais que vous m'accompagniez pour me sentir mieux, etc. Alors je lui dis ok, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Et elle me dit bah, j'aimerais ce qui me ferait plaisir c'est d'avoir confiance en moi parce que je j'ai pas du tout confiance en moi. J'ai pas de confiance en moi. Ah, je lui dis ah d'accord, ok, vous n'avez pas de confiance en vous, ça. Je lui dis ça a dû être très dur de venir jusqu'à ce cabinet, de prendre ce rendez-vous, de venir jusqu'à ce cabinet quand même pour quelqu'un. Il me dit ah non mais ça ça va, d'accord. Je lui dis ok donc bon là il y a un minimum de confiance. Elle me dit oui bah oui quand même, j'ai quand même un peu voilà. Donc déjà elle commence déjà à changer son truc parce qu'elle part déjà avec un discours de j'ai pas du tout confiance en moi ou j'en ai pas. Alors sachez que c'est pas un problème de vous avez pas de confiance, la confiance elle est là, elle est juste cachée à l'intérieur de vous. En fait, on a la confiance, on a même une méga confiance à l'intérieur de nous. Elle est juste cachée, elle est juste bridée, elle est juste inhibée. Mais elle se cache quelque part à l'intérieur de vous, dans vos expériences de vie, dans votre système nerveux. Le truc, c'est qu'on ne sait pas où aller la chercher et on ne sait pas comment la trouver la plupart du temps. Donc, moi, c'est ça que je fais. Je suis un enquêteur de confiance en soi. Je fais des enquêtes intérieures, j'aide la personne, en tout cas, à c'est pas moi qui vais la trouver, hein, c'est la personne, c'est son système qui sait exactement où elle est et comment faire pour qu'elle émerge. Et donc cette personne, elle, je lui fais préciser, mais elle manque de confiance en quoi? Dans quel domaine? Elle me dit non, mais c'est plutôt dans les relations. Alors je lui dis d'accord, ok. Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ça? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, tout ça? Et elle me dit bah moi je suis hôtesse d'accueil. Ah je lui dis ah d'accord, bah hôtesse d'accueil, manquer de confiance dans les relations, ça va être compliqué. Ça doit être compliqué comme que tous les jours. Elle dit ah, non, mais c'est pas non, mais dans mon boulot ça va, je suis dans mon boulot donc ça va, je sais faire, mais je m'en sors même plutôt bien. Donc je lui dis ok très bien, donc c'est dans quelles circonstances? Alors elle me dit avec les hommes. Alors je lui dis avec les hommes, d'accord. Ok donc dans votre boulot vous rencontrez des hommes ou elle me dit oui mais là ça va dans mon boulot. Dans mon boulot ça va. Je sais comment leur parler, je sais comment les aborder, je me sens à l'aise avec. Alors je lui dis bon alors avec quel homme alors? Vous avez des difficultés. Bon, je vous la fais courte. Elle finit par me dire j'ai des difficultés, donc je manque de confiance en moi. Alors elle était dans une période où elle était célibataire, donc elle avait eu des relations, elle avait été en couple, etc. Mais à ce moment-là, elle était célibataire. Donc elle cherchait à retrouver quelqu'un. Et elle avait perdu confiance en elle dans sa relation, à la fin de sa relation avec cette personne avec qui elle était. Et surtout, le temps était passé et elle se disait qu'elle n'était plus capable de faire ce qu'elle faisait avant. Donc tout ça, c'est des histoires qu'on se raconte. Hein. On est tout le temps en train de se raconter des histoires. Mais elle se racontait cette histoire qui s'avérait vraie, du coup, dans son vécu. Donc, sa difficulté, c'était de rencontrer quelqu'un dans un bar, enfin dans une soirée. Elle me dit, si je vois quelqu'un dans une soirée qui me plaît, je perds mes moyens, je sais pas, s'il vient me parler, limite je me détourne, je détourne le regard, j'oserais pas aller vers lui, enfin, je suis très gêné par rapport à ça. Donc finalement, résultat des courses, on part de je manque de confiance en moi total à je manque de confiance en moi dans la séduction dans des contextes particuliers. Donc je lui fais faire je lui fais faire un petit exercice très simple où je lui demande de revenir dans sa tenue d'hôtesse d'accueil quand elle est face à des hommes et simplement de lui dire bah ok quand vous êtes dans cette situation face à des hommes vous vous sentez bien, oui, comment ça se passe, comment vous vous sentez, etc. Enfin je lui pose un certain nombre de questions et puis là elle me dit bah oui voilà, elle me raconte l'histoire et là je lui dis bah, vous savez ce que vous allez faire là immédiatement, vous allez changer le décor, c'est-à-dire vous allez rester exactement la même, cette hôtesse d'accueil, etc., avec votre tenue et tout ça, mais vous changez juste le décor, vous vous retrouvez dans un bar et vous avez en face de vous un homme qui vous plaît plutôt qu'un client. Qu'est-ce que ça fait comme différence? Et là, elle me dit ah bah c'est bizarre parce que je perçois pas comme d'habitude. J'ai l'impression que c'est plus facile. J'ai l'impression que je peux lui faire un sourire, que je peux lui faire un petit trait d'humour, que je peux lui dire tout simplement bonjour, etc., etc. L'accueillir. Enfin bref. Donc, je vous raconte pas forcément tout le détail du travail qu'on a fait, mais on a réussi à aller, à partir du moment où on a fait ce petit réglage là dans tout son engrenage de manque de confiance, c'est comme si toute la machine était repartie. C'est-à-dire qu'elle a, d'un coup,
Elle s'est dit, mais c'est dingue, comment j'ai fait pendant toutes ces dernières années, là, ou ces derniers mois, ces dernières années, pour avoir le sentiment de manquer totalement de confiance en moi, alors qu'en réalité, j'ai eu relativement confiance en moi quand j'étais jeune, à plein de reprises, et que je sens au fond de moi, là, que j'ai vraiment ce potentiel de confiance. Alors moi, je pensais qu'elle allait peut-être revenir pour faire une deuxième séance, une troisième séance. Ben, elle n'est pas revenue, puisque finalement, elle avait réglé son problème en une fois. Donc cette personne a pu, je dirais, changer son problème de confiance en allant travailler sur quelque chose de précis. Donc, ça aussi, c'est important. C'est quand je me sens incapable de faire quelque chose, d'avancer dans quelque chose, que je sens au fond de moi que j'ai une réticence, qu'il y a quelque chose qui manque d'énergie à l'intérieur, peut-être dans le ventre, je me sens lourd, j'ai l'impression que je suis confus, peut-être que je ressens un stress, une peur, quelque chose. Quand je ressens ces sensations-là, d'une certaine façon, j'entretiens un état interne qui va m'empêcher d'avoir une pensée qui soit claire et vice-versa. Du coup, je vais avoir des pensées qui sont plutôt des pensées négatives qui vont entretenir l'état négatif. Et à ce moment-là, je me sens pas dans mon efficacité personnelle et je me sens pas dans mes capacités. C'est-à-dire, je suis pas en prise avec mes capacités. Et là, du coup, j'ai tout un tas de croyances sur le fait que je vais pas y arriver, que c'est compliqué, que c'est pas fait pour moi, que je devrais peut-être remettre à demain, que je verrai ça plus tard, etc., qui vont arriver. Et je ne vais pas forcément, je dirais, avoir le courage, l'audace de dépasser cette peur, d'y aller avec le cœur et de dépasser cette peur pour avancer. Parce qu'il y a une mécanique intérieure qui je dirais, qui fait dérailler la machine, en fait. Qui fait dérailler le système nerveux et qui vous fait dérailler vous et qui vous empêche d'être dans votre puissance, on va dire. Dans votre pouvoir et dans votre puissance personnelle. Donc, ça crée de l'impuissance, sentiment d'impuissance, j'y arrive pas, frustration, oui, je suis nul, j'y arrive jamais, de toute façon, je suis bon à rien, etc. Donc, ça génère des états et des neurochimies internes et des connexions neuronales qui sont pas les bonnes connexions et qui sont pas la bonne chimie. Donc, je me retrouve dans une soupe intérieure, vibratoire aussi, dans une vibration qui est pas la bonne. Alors, en plus, ça a tendance à faire réagir l'environnement, qui va pas forcément réagir dans le bon sens. Soit je vais avoir des sauveurs, qui vont vouloir à tout prix faire les choses à ma place, qui vont vouloir m'aider, qui vont vouloir tout ça, en disant bah oui, bah ouais, pauvre de toi, t'y arrives pas. Bon. Soit je vais avoir des gens qui vont essayer de se mettre en mode entraîneur, coach, enfin même pas coach, parce qu'un coach il pose des questions, mais qui vont se mettre en mode conseilleur, entraîneur, oui, tu devrais faire comme si, c'est comme ça qu'il faut faire, allez, vas-y, en motivateur, allez, il faut y aller. Bon. Le truc, c'est que ça suffit pas. La motivation, quand elle vient de l'extérieur, quand elle est inspirée par quelqu'un de l'extérieur, et il y a beaucoup de ça aujourd'hui dans le développement personnel, les gens cherchent la motivation chez les autres. Donc, il y a des gens qui sont des motivateurs qui sont très bons. Moi, d'ailleurs, je peux aussi très bien faire le office de motivateur, je dirais. Mais je sais que ça va, à un moment donné, ça va, si vous venez, par exemple, à un séminaire, je vous fais juste un séminaire de motivation, vous allez juste repartir avec de la motivation, c'est sûr. Mais derrière, ça risque de s'essouffler, ça risque de redescendre. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui ont déjà fait ça. Mais potentiellement, peut-être que vous avez déjà fait des actions, vous avez déjà fait des séminaires, vous avez déjà fait des choses qui vous ont boosté sur un temps et hop, derrière, vous retombez. Et ce qui est compliqué parfois, c'est qu'on retombe plus bas que là où on en était quand on est parti parce que on se culpabilise. On se dit oui, j'ai fait ce séminaire, j'ai vu cette personne qui est super motivante, j'ai vu des gens qui y arrivent, j'ai vu des gens qui réussissent et moi, j'y arrive pas. Donc, on peut avoir un jugement de valeur, on peut avoir un dénigrement à cet égard-là, ou de la culpabilité. Donc, l'idée, c'est, oui, la motivation, mais aller chercher de la motivation qui soit plus intrinsèque. Donc, on va aller faire un travail plus profond, où on va aller toucher à des choses qui sont profondes. Ensuite, oui, à la confiance pour agir, mais l'idée, c'est que cette confiance, vous ayez des protocoles et des techniques pour pouvoir vous la réenclencher quand vous en avez besoin. Pour que quand vous vous retrouvez dans une situation où d'un coup votre intellect, votre mental, etc. se met à se raconter les mêmes histoires d'échecs ou de difficultés qu'avant et que vous vous retrouvez pris dans un cycle où d'un coup vous vous dites « Ah mince, ça y est, j'y arrive plus, ça y est, c'est fini, j'y ai cru mais j'y crois plus », vous commencez à perdre d'espoir, etc. Bah, l'idée, c'est d'avoir ces méthodes-là et ces techniques qui viennent vous aider de façon assez simple
à vous booster. Et soit vous pouvez les faire faire par quelqu'un, soit vous pouvez vous les appliquer, vous, pour quelqu'un d'autre aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est que ces petites techniques et ces protocoles de confiance en soi, ils permettent de pouvoir justement aider les autres. Donc, c'est ça le principe. Le principe, c'est j'identifie, on va dire, plutôt le type de domaine dans lequel je manque de confiance en moi, dans lequel je sens que j'ai des appréhensions, dans lequel je sens que je doute, dans lequel je sens que je suis pas dans une forme de confiance, de paix et de motivation. Parfois, il y a des domaines de la vie dans lesquels on est bien, on est à l'aise. Si on devait prendre un diamant, par exemple, un diamant, c'est une seule et même pièce, on va dire, un seul et même corps, intègre, sauf qu'il a différentes facettes, en fonction des choses qu'il reflète. Donc, s'il y avait des domaines de vie autour, vous n'êtes pas forcément exactement pareil, la même personne, vous ne vous comportez pas pareil, vous n'avez pas les mêmes motivations, vous n'avez pas les mêmes capacités, selon les domaines de vie auxquels vous êtes confrontés. Si c'est personnel, professionnel, etc. Il y en a peut-être dans lesquels vous avez confiance. Peut-être, je sais pas, votre rôle de papa ou de maman ou de grand frère ou de petite sœur ou de je sais pas ou d'amis, etc. Peut-être que vous avez confiance. Vous savez que vous êtes un bon ami, vous savez que vous êtes et puis il y a peut-être dans le domaine professionnel à un moment donné un endroit dans lequel vous vous dites ah ouais là par contre là dans ce domaine-là précisément là je manque de confiance. Donc ce que je vous propose c'est d'identifier ça. Déjà pour commencer, c'est d'identifier, prendre quelques instants là pour identifier le domaine dans lequel vous avez le sentiment de manquer de confiance. Et peut-être de me dire, de façon la plus précise possible, le domaine et le rôle dans lequel vous manquez de confiance. Par exemple, moi, dans ma vie d'entrepreneur, aujourd'hui, ma vie d'entrepreneur, elle me demande d'être à la fois donc, enseignant, formateur, là aujourd'hui de me mettre à proposer des choses sur Internet. J'ai commencé par une formation d'hypnose justement avec 1, 2, 3, 4 hypnose avec Hippocrate, avec Bertrand Calavi qui m'a proposé de faire ça. Donc j'ai commencé ça, mais en début d'année, j'avais jamais fait de formation. Avant le début de cette année, j'avais jamais fait de formation en ligne. J'avais fait quelques webinaires et tout ça, mais j'avais jamais fait de formation en ligne. Mais il a fallu que je dépasse mes craintes à cet égard et les doutes que je pouvais avoir sur comment je vais être, est-ce que ça va fonctionner, etc. J'ai aussi le rôle de secrétaire, j'ai aussi le rôle de commercial, j'ai aussi le rôle de communicant, j'ai aussi le rôle, j'ai plein de rôles, j'ai plein de casquettes en fait. D'accord? Et dans mon activité, je suis obligé de changer de casquette régulièrement. Donc l'idée, c'est sous quelle casquette je me sens le moins confiant, quelle est la casquette avec laquelle j'ai le plus de difficultés et qui peut éventuellement, dans mon activité professionnelle, faire que le reste fonctionne moins bien. Alors dans un couple, c'est pareil. Je ne sais pas si vous êtes par exemple en couple, vous avez des enfants, vous êtes marié ou pas, ou ouais. Vous avez votre rôle dans un couple, on a un rôle d'ami, on a un rôle de conjoint sur le plan des projets, sur le plan financier, etc. De partenaire, on va dire, partenaire financier, partenaire projet. On a un peu comme deux chefs d'entreprise qui font avancer la famille en même temps. On a le rôle d'amant, de maîtresse. Donc par exemple, il y a des femmes ou des hommes qui, une fois qu'ils sont papa ou maman, perdent totalement leur vie, leur confiance et leur vie perso, c'est-à-dire prendre soin de soi, être dans la séduction, etc., etc. Et des fois, c'est juste un de ces rôles, un de ces points qui va pas. Par exemple, il y a des gens qui parfois viennent me voir, que j'accompagne, qui sont à 2 doigts de lâcher leur relation, alors qu'il y a un truc qui va pas dans la relation. Si je les questionne, mais ce truc, il est tellement noir, enfin, ils ont tellement l'impression qu'ils n'arriveront pas à le faire bouger, ce truc-là, qu'ils le regardent de plus en plus près, 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 ils sont focus dessus, ça les préoccupe tellement qu'ils sont là en train de se dire, bon sang, mais ce truc-là, en fait, il est énorme. Pourquoi? Parce que ils ne voient plus que ça et ils concentrent leur attention là-dessus en se disant, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va. Plutôt que de se demander comment ça pourrait aller mieux. Comment ça pourrait aller mieux? Qu'est-ce qui pourrait faire que j'aille mieux? Comment je pourrais me sentir plus à l'aise, etc. Bref. Ils sont plutôt dans une machinerie mentale qui les entraîne et qui les emmène à se dire que c'est peut-être perdu, que ça changera pas, que eux ne changeront pas, ou que leur conjoint ne changera pas. Bref. Et ils sont prêts, des fois, à envoyer bouler soit tout leur travail, soit toutes leurs relations
par exemple amoureuse, pour cette chose. Alors imaginons que ce soit par exemple, je sais pas, un manque de libido, donc une difficulté sexuelle. Ben la relation, ça se trouve, tient bien sur plein de plans, mais s'il y a cette difficulté sexuelle, qui peut paraître à la personne insurmontable, pourquoi? Parce que je sais pas, ça fait peut-être des mois que ça dure ou des années que ça dure, et que la personne se dit, bah là, moi, ou j'ai pas de libido, ou lui a pas de libido, ou je sais pas. Donc, on peut avoir l'impression que ça va pas pouvoir se changer. Et c'est là la mauvaise croyance, c'est que peut-être ça peut se changer. Même probablement que ça peut se changer. À partir du moment où on fait les bonnes démarches, on utilise les bons outils, on utilise les bonnes choses pour aller transformer ça. Et après, il y a des transformations, enfin c'est génial parce que les personnes des fois reviennent ou envoient des messages en disant ah ben j'ai réussi en réglant ce problème de sexualité, j'ai fini par mon couple a repris, tout est machin, on est plus amoureux que jamais, etc., etc. Donc il y a parfois des choses dans nos vies qui sont bonnes de lâcher. Bon, voilà, faut aller vers autre chose. Et puis il y a des fois des choses qu'on est prêt à lâcher alors que c'est pas forcément la chose à lâcher parce que finalement il y a encore, on a encore des belles choses à faire. Donc là, pour vous, c'est quoi? Être bien dans son corps, bien dans sa tête. Oui, bien sûr que le corps est très important, mais aussi au niveau énergétique. Mais le niveau énergétique du corps, le niveau de vitalité du corps dépend aussi de l'état d'esprit, du système nerveux. Est-ce que votre système neuro-émotionnel est efficient? Est-ce qu'il est bien connecté de la bonne façon pour vous permettre de pouvoir sentir l'énergie d'aller de l'avant et d'avancer? Après, si vous avez un système nerveux, je dirais neuro-émotionnel, une façon, un mindset comme on dit, on appelle ça un mindset, un état d'esprit qui est plutôt positif, favorable, qui sait comment dépasser ses limites, aller de l'avant, ça c'est bien. Mais si vous mangez que des pizzas et que vous buvez que des whisky tous les soirs, à un moment donné, ça va pas fonctionner non plus. Donc c'est sûr que il y a de toute façon une construction psychique, une construction énergétique et puis aussi physique qui doit être la plus saine possible dans la mesure du possible, même s'il faut aussi savoir s'autoriser un peu des fois des plaisirs. Quelles sont les techniques? Dans ma vie professionnelle, manque de confiance pour parler en public lors de réunions, par exemple. Oui, bah voilà, tout à fait. Je ne trouve pas les bons mots. Donc voilà. Donc ça, par exemple, cette peur-là, c'est une anticipation. C'est quelque chose qui vous fait perdre, en fait, les moyens que vous avez, a priori, de parler, de vous exprimer sur quelque chose. C'est-à-dire, je suis sûr que Sylvette, si on lui demande, si je te demande, ou tu as une amie qui te demande de dire, tiens, qu'est-ce que tu vas dire à tes réunions? Ben, c'est possible que tu lui sortes toutes les choses que tu vas dire à ta réunion d'une façon très simple, très claire, très logique, et que la personne elle se dit ah bah c'est super. Et puis quand tu te retrouves devant les personnes de ta réunion, ben là tu commences à te raconter des histoires. Et le problème c'est l'enchaînement de cette dynamique intérieure qui on va dire qui cause ces difficultés. Donc il y a des techniques, il y a des processus, il y a des principes qui sont très performants, très puissants, qui peuvent permettre de changer les choses en un quart d'heure, une demi-heure, une heure. Moi, par exemple, j'ai transformé des phobies, j'ai transformé une phobie notamment de serpent. Une fille qui avait tellement peur, elle pouvait pas rentrer dans un appartement si elle imaginait qu'il y avait une photo de serpent dans un dictionnaire, par exemple. Donc les gens qu'elle connaissait étaient obligés de découper les photos de serpent dans les livres au cas où elle tombe dessus. Donc non, mais c'était vraiment, ça faisait 25 ans qu'elle était totalement coincée dans son truc. Et c'était un enfer pour elle, mais un enfer pour les autres. Et en l'espace d'une demi-heure, avec ces stratégies-là, ces techniques-là, avec des choses peut-être aussi un peu plus avancées, parce que quand c'est des phobies, ça demande d'aller un petit peu plus loin dans les techniques, c'était des techniques de PNL et des techniques d'hypnose. Et ben, la personne, en une demi-heure, a été capable de regarder un serpent une photo de serpent en grand sur l'écran de mon ordinateur à 1 mètre d'elle, en train de pleurer, de regarder la photo, en train de se dire mais comment ça se fait que je suis encore assis là alors que je devrais être en train de hurler, de courir sur le parking. Et elle m'a appelé, elle pleurait en fait de ne pas croire que c'était possible. En fait, elle me disait mais c'est pas possible, c'est pas possible. Ça fait 25 ans, c'est que c'est pas possible. Pourquoi aujourd'hui ça fonctionne? Moi, j'ai rien fait de magique, hein. J'ai juste activé les pouvoirs de son cerveau magicien. C'est juste ça. Votre cerveau, c'est un magicien. Votre système nerveux, votre système cellulaire, il y a de la magie là-dedans.
vous pouvez faire des choses extraordinaires. Vous voyez certainement des gens qui font des choses extraordinaires avec leur corps, avec leur esprit, etc. Après, c'est une question de savoir, de connaître les stratégies et de les apprendre. C'est un apprentissage à faire, apprentissage pour devenir un peu plus sage peut-être avec le temps, mais c'est un apprentissage à faire pour intégrer des nouveaux modes de fonctionnement. Et donc, je disais en train de parler de cette personne-là qui est venue, donc il y a vraiment des possibilités de changer ça, de changer des états rapides, très rapidement. Et c'est ce que je vais, c'est ce que je vais vous proposer évidemment de faire, pas forcément là ce soir, parce que ce soir l'idée c'était de vous parler de ces notions-là, donc de vous expliquer qu'à l'intérieur de vous, vous avez des états potentiels, vous avez des capacités, des ressources, que ces ressources sont souvent devenues inconscientes dans l'instant présent. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de votre conscience actuelle dans l'instant présent, quand vous vous retrouvez face à une situation qui vous met en difficulté, qui va avoir tendance à occulter des choses, à cacher les ressources que vous avez, et plutôt vous mettre face à on va dire des réactions, des processus de pensée, des imaginations, des ressentis, des choses que vous allez vous entendre dire dans votre tête, ou une petite voix qui va vous parler, qui va vous dire oui, de toute façon, qui n'y arrivera pas, etc. Donc, des sortes de saboteurs intérieurs qui vont émerger à ce moment-là. Et comme vous êtes pris dans cet état, c'est quelque chose qui s'auto-entretient. C'est-à-dire, votre état entretient le système de pensée, qui entretient votre façon de vous comporter. C'est-à-dire, votre système de pensée, l'émotion, le ressenti que vous avez va influencer votre pensée. Votre pensée va penser ce ressenti, mais pas forcément en utilisant les bons processus pour faire changer ça, pour le faire changer. Du coup, ça va l'entretenir comme dans un cercle vicieux. Vous allez activer ou réactiver des vieux souvenirs, des choses en vous qui vont venir confirmer que ça va pas et que vous y arrivez pas, et vous allez avoir des souvenirs qui vont venir en dire bah oui, mais c'est vrai que ça m'est déjà arrivé, puis quand j'étais petit, puis avec mon père, et puis dans telle circonstance, et puis peut-être dans une vie antérieure. Et du coup, vous allez vous retrouver à réactiver les mauvaises mémoires, on va dire, les mauvaises ressources. Vous n'allez pas tirer sur les bonnes racines. Votre système nerveux va pas tirer sur les bonnes racines. Il va tirer sur le frein plutôt que d'appuyer sur l'accélérateur. D'accord? Même au niveau de votre système nerveux sympathique et parasympathique, c'est comme ça que ça se passe. Donc, l'idée, c'est de pouvoir aller justement activer, c'est-à-dire au niveau inconscient, avec une certaine façon de communiquer, donc avec des processus, des protocoles, d'aller activer ces fameux leviers. Et pour ça, il y a des choses qui sont très simples à faire, et il y a des accompagnements que vous pouvez aussi entendre. Alors, c'est ce que je vais vous proposer de faire, parce que là, dans le cadre d'une présentation comme ça, on n'a pas le temps en fait, on n'a pas le format et on n'a pas le temps de pouvoir faire tous ces exercices et tout ce travail-là, parce que là, ça demande quand même, c'est vraiment un atelier d'apprentissage. Donc, ce que je vais vous proposer de faire, c'est de me rejoindre mercredi prochain. Donc, je crois que ça va être mercredi 17 et mercredi 24 à 20h30, je vais proposer 2 ateliers. Alors, 2 ateliers qui vont se suivre et qui vont être complémentaires l'un de l'autre. Un atelier qui va consister à travailler votre confiance en l'avenir. Donc, justement, je vais vous faire vivre ce processus que j'ai transformé, dans lequel j'ai rajouté de l'hypnose, dans lequel j'ai rajouté des choses. Ça fait plusieurs années que je le pratique en coaching individuel, en séminaire. Je l'ai pratiqué avec des salles de 100 personnes ou dans différents contextes, pardon. Et c'est incroyable les résultats qu'on obtient avec ce processus-là. Il y a vraiment des transformations qui s'opèrent chez les gens, des remises à niveau, des recentrages, des évidences qui arrivent, des révélations des gens à qui il y a des choses qui se révèlent et qui disent ah mais on sent, mais en fait voilà, je me rends compte que je me gourais jusqu'à présent, c'est vers ça que je vais parler. Donc ce processus-là, c'est un processus très particulier qui fait pas fonctionner l'esprit dans le sens habituel, de façon à pouvoir aller activer à l'intérieur de vous et faire émerger, faire révéler en vous des choses qui sont là et qui attendent d'émerger. Sauf que la plupart du temps, dans notre façon de penser habituelle, on leur laisse pas la place. Parce qu'on les décortique, on se raconte tout un tas de trucs.
Donc ce protocole-là, c'est un protocole que je fais pas habituellement sous forme de protocole web. Et c'est pour ça que je vous le propose pour la première fois pour que je puisse toucher des personnes qui viennent pas dans des conférences sur Lyon ou qui viennent pas dans des séminaires là où je suis en présentiel. Tout le monde ne peut pas le faire. Et je vous le propose donc mercredi prochain à 20h30. Ça va durer. Alors le protocole en lui-même dure pas 3 heures, mais la soirée, il y a des chances qu'elle dure quasiment 3 heures. Parce que je vais vous présenter, je vais vous reparler de choses pour bien que vous compreniez le pourquoi on va faire cet exercice, pour vous préparer en fait mentalement, etc. Et ensuite, je vais vous faire un accompagnement hypnotique qui va durer un bon moment, où je vais vous demander de prendre des notes, etc., etc., pour vous permettre de pouvoir aller avoir accès à votre propre vision. Vous savez, des fois, on va voir des voyantes, on va voir des gens qui ont des capacités pour nous dire qu'est-ce que va être notre avenir, comment ça va être dans le futur, etc. Ce processus-là et ce protocole-là, il a plutôt tendance à vous faire émerger vos propres visions et celles qui sont en accord et en adéquation avec vos aspirations profondes. Donc ça, c'est un protocole qui est vraiment intéressant et qui a, pour moi, transformé ma vie, puisque une fois que j'ai eu fait ça, je dirais que mon système nerveux m'a conduit petit à petit à réaliser ce que j'avais visualisé. Et puis, il y a bien d'autres personnes, notamment, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de David Laroche, mais David Laroche, par exemple, a suivi ce même protocole et ce même processus avec moi dans la même formation. Et sa vision a été largement, on pourrait dire, réalisée au-delà même de ses espérances. Et j'ai un certain nombre de personnes qui me disent ça, qui me disent, en fait, j'avais une vision qui était presque un peu timide par rapport à des choses que j'ai vécues derrière et qui ont été beaucoup plus rapides que ce que j'imaginais. Donc, ce processus-là, je vous le propose mercredi prochain à 20h30 et le mercredi suivant. Alors ça, ce sera évidemment la possibilité de le voir en replay et de le vivre en replay. Hein. Il y aura tout le contenu, etc. Il y aura l'accompagnement hypnotique que vous pourrez suivre chez vous. Et la semaine d'après, je vais vous proposer de faire un travail sur la confiance en soi. Donc là, plus précisément, pas sur la confiance en l'avenir et sur la façon de déterminer son devenir, etc., mais sur la confiance en soi et sur on va dire une méthodologie et un protocole dont je vous ai parlé là tout à l'heure. Je vous ai pas parlé des détails du protocole, mais parce que sinon on commence à rentrer dans un cours et ça va être un peu long et ça va pas vous servir à grand chose que je vous dise ça de façon intellectuelle. Donc, je vais vous proposer un protocole qui est très simple, que vous pouvez utiliser pour vous en 6 étapes, on va dire, et qui va vous permettre de vous préparer mentalement et émotionnellement à chaque fois que vous avez une envie, un désir, une chose à passer, une prise de parole en public, une réunion, une discussion difficile avec quelqu'un, devoir, je sais pas, exposer quelque chose à quelqu'un, vous sentez que c'est compliqué, devoir avoir une conversation avec vos enfants ou avec des gens que vous connaissez et vous dites, oulala, ça risque d'être compliqué. Vous imaginez réaliser une performance sportive, par exemple, si vous avez une réalisation sportive à faire. On va aller activer avec ce processus vraiment dans le détail, c'est-à-dire c'est pas du protocole coaching comme on dit SMART. Souvent on dit dans le coaching, oui, il faut utiliser la technique SMART, qui est très bien, mais ça reste relativement intellectuel et ça demande de travailler sur plein d'aspects ensuite pour pouvoir être plus efficient, être plus efficace. Et là, moi, je vais vous amener vraiment avec je dirais les outils de PNL, d'hypnose et de neurosciences appliquées que j'ai découvert et qui permettent de vraiment d'aller travailler en profondeur, de pouvoir utiliser ce protocole de façon à ce que ce soit vraiment efficace rapidement, que vous sentiez un changement en l'espace de 20 minutes. En utilisant un protocole comme ça, il faut à peu près 20 minutes pour vraiment passer de je crains ce truc, j'aimerais bien le faire, mais j'ai l'impression que je vais pas y arriver, j'ai l'impression que c'est impossible, etc. Je ne mérite pas, toutes ces choses-là, à j'ai qu'une envie, c'est de le faire maintenant. Et c'est ça qui est étonnant dans les formations, c'est que quand on accompagne les gens avec ce protocole, c'est le switch très rapide qui s'opère chez la personne et qui fait qu'elle est même, un peu comme pour la personne qui avait la phobie tout à l'heure, souvent elle est larmes aux yeux, il y a le truc, il y a quelque chose qui fait, mais c'est dingue comment j'ai pu passer à côté de ça
pendant tout ce temps en fait. Comment j'ai pu me mettre dans l'autre état, ou comment j'ai pu rester dans l'autre état. Vous savez, c'est comme quand on apprend quelque chose, le temps qu'on l'apprenne, pendant longtemps on se dit je vais jamais y arriver, c'est compliqué, j'y arriverai pas. Et le jour où on le sait, on a l'impression que c'est une évidence. Et on se dit mais comment ça se fait que les autres le savent pas? Alors c'est tout à fait ça l'idée, c'est que ces protocoles-là et ce processus, c'est vraiment de confiance en soi, c'est vraiment quelque chose. Et je vais vous donner même en option sur ce truc-là, je vais pas vous donner que ce protocole, je vais vous donner une autre technique qui est très efficace aussi. Ça, comme ça fera un cumul de deux approches qui va vous donner vraiment les clés et les leviers, comment aller activer les bons leviers à l'intérieur de vous pour la sortir, cette confiance, pour la laisser s'exprimer et pour sentir que vous êtes à l'aise dans ce que vous allez entreprendre et dans ce que vous allez faire, dans les domaines dans lesquels c'est important pour vous. Voilà. Super, Guillaume. Alors, l'idée, c'est, est-ce qu'il y a des questions? Il y a, Sylvie et... Alors, il y a Sissi, ouais. Alors, il y a Sissi qui dit, je doute d'être à la hauteur, moins que les autres, dans l'analyse des dossiers, etc., etc. Ok, ouais. Donc, c'est tout à fait ce genre de sentiment, de perception de soi, on va dire. Je me forme aussi à l'hypnothérapie. On a tous des ressources et des capacités, j'y crois. Si toujours a eu l'impression. Fantôme en salle des profs, ok, très bien. Donc quelque chose qui est lié à la présence et à l'affirmation de soi. Comme moi finalement, Sylvette, merci pour votre écoute et pour vos conseils, etc. Voilà. Le truc, c'est qu'il y a une remise sur cet atelier qui fait 77 € au lieu de 97 € pour les deux ateliers en fait. Tout est marqué sur la page de vente. Donc au lieu de 97 € en ligne, en fait, en réalité, quand vous faites ces ateliers-là en présentiel, c'est plus élevé que ça le tarif. Mais en ligne, je suis parti sur un tarif en dessous de 100 € parce que j'ai envie que ce soit quand même relativement accessible. Et là, pour cette soirée, et peut-être les temps qui vont venir, là, un jour, 2 jours, je sais pas exactement, c'est 97 €. Ça se passera mercredi prochain pour le premier atelier qui est vraiment une expérience à vivre. Même si aujourd'hui, enfin, à moins qu'aujourd'hui vous soyez totalement à l'aise et que vous sachiez exactement où vous en êtes et que vous n'ayez pas de choses, de doutes sur votre chemin de vie. Mais si vous avez des choses, vous vous dites tiens, est-ce que ça c'est bon pour moi, est-ce que je devrais faire ci, est-ce que je devrais aller là, si vous êtes dans la crainte que peut-être l'avenir vous réserve des mauvaises surprises, etc. Cet atelier il est vraiment hyper important, hyper intéressant à faire. Ça vaut le coup de le faire au moins une fois dans sa vie. Ensuite, le second, il est très complémentaire parce qu'on va travailler sur des choses beaucoup plus, des outils beaucoup plus utiles comme ça. Donc, c'est 77 € les deux ateliers. Donc, vous pouvez vous inscrire quand vous le souhaitez et on se retrouvera mercredi et sur ces deux mercredis-là ou en replay pour vivre l'expérience. Guillaume, Christelle nous a relayé la question de Marie sur YouTube. Regarde, c'est écrit Christelle. Oui, Christelle. Question sur YouTube, Marie. Si l'école on apprenait aux enfants de s'exprimer devant ses copains et le prof ne développerait-on pas aussi plus grand? Voilà. Ça, c'est très intéressant. En fait, c'est vrai qu'on est monté, on est éduqué avec la peur de l'échec. C'est-à-dire qu'on est éduqué avec un système qui consiste à dire, on vous apprend, vous êtes censé intégrer des connaissances, apprendre vos leçons d'une certaine façon, comprendre les théories. Ensuite, on vous évalue avec des notes qui sont en comparaison avec les autres, qui nous mettent dans des comparaisons, c'est-à-dire que c'est pas est-ce que tu as acquis ou pas cette compétence, parce que si c'était ça, ce serait simple. Il y a telle compétence, est-ce que tu l'as ou est-ce que tu l'as pas? Ben non, on fait des espèces d'évaluations de haut en bas, etc., etc. Et en plus, on compare aux autres. Donc, on est dans une crainte, toujours dans la crainte du regard de l'autre et de la comparaison avec les autres. Et quand on nous pose une question à l'école, on nous pose une question pour qu'on trouve une réponse. Mais on ne nous apprend pas à nous poser les bonnes questions. On ne nous apprend pas à nous interroger sur les choses. Avoir des questions, c'est presque pas bien parce que ça sous-entend qu'on n'a pas compris ou qu'on ne sait pas. Donc souvent les gamins ils n'osent pas poser des questions, ou alors s'il y en a un qui pose une question, des fois il se fait un peu rabougre, et donc on est dans une culture où effectivement on favorise pas les mécanismes d'apprentissage parce qu'on met la pression,
parce qu'il y a la peur du gendarme, parce qu'il y a ce qu'on appelle la théorie du chef, c'est-à-dire qu'il y a des gens au-dessus de vous qui regardent si vous faites bien, si vous écrivez bien, si vous avez les bons résultats, qui vous notent, enfin qui vous évaluent, on va dire. Parfois c'est les parents, parfois même dans votre vie de tous les jours, c'est votre chef au boulot. Donc c'est sûr que ce type de technique à l'école, en fait, c'est pour vous dire ce que disent et ce que moi j'ai dit quand je suis sorti de cette première formation. J'avais fait une première formation des bases de la PNL qui durait 3 jours. C'est là que j'ai fait ce fameux exercice et que j'enseigne aujourd'hui d'ailleurs en l'occurrence, hein, j'enseigne la PNL au niveau base, technicien, praticien, etc. Quand je suis sorti de cette formation, la première chose que je me suis dit, c'est mais pourquoi on n'apprend pas ça à l'école? Pourquoi on n'apprend pas le mode de fonctionnement humain, la façon de fonctionner de notre cerveau et comment l'utiliser au mieux? On nous remplit de connaissances sur plein de choses, mais on nous apprend pas. C'est un peu comme si on nous apprenait à conduire dans une école de pilotage, mais qu'on nous apprenait jamais à réparer le véhicule. Bon, ou à utiliser le véhicule en fonction de connaître ses performances. Comment il fonctionne, comment c'est mieux d'accélérer. Comme ça, on nous apprenait juste à conduire, mais sans connaître vraiment tous les atouts du véhicule. Là, c'est un peu pareil. Et c'est ce que disent la plupart des gens quand elles sortent de ces formations. C'est mais pourquoi j'ai pas appris ça avant? Si j'avais su ça avant, ça aurait changé bien des choses dans ma vie. Donc c'est sûr que ces outils et ces techniques, et puis parfois on les connaît parce qu'on les a apprises ou on les a vues dans un bouquin, mais il y a des choses qui demandent vraiment d'être précisées et d'être creusées parce qu'il y a des techniques qui sont, et moi je le vois souvent, j'ai des personnes dans mes formations qui viennent, qui ont fait de l'hypnose, par exemple, qui sont hypnothérapeutes, qui sont coachs. Il y a des gens qui sont master coach en neurosciences, il y en a des gens qui sont psychologues et qui pratiquent, des gens qui pratiquent, qui sont en cabinet, psychothérapeutes, des profs, etc., etc. Et quand, ne serait-ce que dans les 2-3 premiers jours de formation, je leur fais travailler les exercices d'une certaine façon, ils sont étonnés, alors qu'il y en a même des fois qui les ont déjà vus ou appris, mais c'est comme s'ils avaient travaillé en surface, en fait. Et quand on travaille sur ce type d'outils, ce type de technique en surface, on n'obtient pas les résultats internes, ça va pas suffisamment aller nous chercher intérieurement et nous connecter aux bonnes choses intérieurement. Donc, ce qui fait que ça reste de l'information qui, on va dire, qui nous améliore un peu qui nous agrémente un peu le moment. Ça fait qu'on se sent mieux sur le moment, mais c'est pas quelque chose qui a été suffisamment profond pour que ça soit un changement qui soit durable. Donc c'est pour ça que j'ai à cœur, moi en tout cas aujourd'hui dans mes enseignements, que ce soit en formation, que ce soit même aujourd'hui en ligne, de pouvoir apporter, on va dire, le maximum de précision et de donner vraiment les outils de façon à ce que ce soit le plus efficace, le plus performant possible. Alors Christian nous a donné toute une littérature, enfin tout plein de choses à propos de Joe, qui a passé plein de messages sur YouTube apparemment. D'accord. Comment déployer mes ailes? Je vis seul, je n'arrive pas à avancer ou à avoir des signes ou une direction. C'est ça. Comment je vais vous l'expliquer. En fait, c'est exactement le but de ces ateliers. Là, je peux pas dans une soirée comme ça où c'est une soirée de présentation, de conférence où on va parler de choses un petit peu théoriques. Et j'ai pas l'espace pour pouvoir vous faire vraiment un vrai travail d'atelier. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc Joe, c'est ce qu'on va faire sur ces 2 prochains ateliers. Donc si jamais tu veux y arriver, donne-toi les moyens. C'est la seule chose que je peux te dire. Depuis 2012, il n'y a rien qui va, descente totale, ça fait 3 ou 4 mois. Ouais, c'est sûr, je suis en éveil. Bon, après il y a des choses qui sont aussi peut-être liées à des phénomènes personnels et qui demandent un travail personnel aussi, de réajuster des choses, de décanter certaines choses, d'aller découvrir pourquoi il y a cette mécanique qui est en place. Mais en tout cas, restez pas tout seul. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai voulu faire pendant longtemps. J'ai voulu rester tout seul avec une espèce d'orgueil ou de je sais pas comment dire, de oui, mais je vais y arriver. Puis, en fait, il y a un truc qui est assez étrange, c'est que quand on connaît pas quelque chose, on peut avoir des fois une méfiance. Ou alors avoir l'impression que c'est pas si bien ou ça va pas être si bien ou sympathique que ça. Alors je sais pas si ça vous le fait parfois. Il y a peut-être un resto nouveau, on va vous dire tiens ce resto là il est sympa machin
vous dites, ouais, bon, ce resto, il me branche pas particulièrement, puis vous y allez, et puis finalement, vous avez passé une super soirée, et vous allez être très content de ce que vous avez mangé. Une personne que vous découvrez, qui vous paraît au départ, au premier abord, pas correspondre, vous dites, ouais, bon, cette personne, je la rencontre, et puis ça peut devenir quelqu'un de très important dans votre vie. Enfin, il y a plein de phénomènes comme ça. Un film que vous voulez aller voir, et vous vous dites comme ça, à premier abord, le titre, le truc, l'affiche, ouais, bof, ce film, et en fait, vous vous retrouvez à la fin du film, dans plein d'émotions en vous disant mais ce film était magnifique, j'aurais jamais cru que c'était ça. Ben, c'est exactement ça. Là. Ces outils et ces processus d'accompagnement, c'est exactement ça. En fait, c'est toute la puissance de la technique des techniques d'hypnose et de PNL. C'est pas dans le fait de les connaître intellectuellement, c'est dans le fait de les vivre. Quand vous les vivez, il se passe des sensations qui sont tellement étonnantes qu'on peut pas anticiper à l'avance. C'est un peu comme quand vous devenez parent. Ben, vous aviez peut-être l'idée d'être parent, mais quand vous avez vraiment les enfants, vous vous dites non, mais là c'est encore autre chose que quand je l'imaginais. C'est comme apprendre à faire du vélo. Imaginez par exemple, je sais pas, apprendre à faire du vélo dans un livre par exemple, ou dans une vidéo. La vidéo YouTube pour apprendre à faire du vélo, super. Mais quand vous sortez dehors, que vous montez sur le vélo, bah, c'est encore autre chose que de faire l'expérience, de tenir l'équilibre, d'avancer dessus, etc., etc. D'accord? Donc il y a des choses à expérimenter. Et si vous restez dans votre bocal, dans votre tête, à travailler sur des choses intérieures, vous pouvez parfois vous retrouver à vous auto-enfermer dans quelque chose. Alors c'est peut-être un processus nécessaire, un processus de maturation, un processus de décantage, un processus alchimique. Il y a des fois, moi j'ai vécu ça aussi à des moments, et j'avais le sentiment que c'était ça que je devais vivre, et je ne faisais rien pour que ça change. Puis il y a des moments où d'un coup je me disais non mais là c'est plus possible, et hop. Et une fois que j'ai pris ce réflexe de faire des formations, de me faire accompagner, et je changeais, j'allais voir une personne, une autre, etc., etc. Bah à partir de là, j'ai fait des bonds en avant. C'est-à-dire que j'ai pu moi-même devenir cette personne qui accompagne et qui enseigne et qui développe une activité et qui obtient des résultats. Mais je peux vous dire qu'il y a, si je dois regarder 10 ans en arrière, c'était totalement, ça me paraissait improbable et totalement impossible. Je bavais sur les livres des autres, sur les livres que je disais, ah, c'est génial, ils ont une vie super, ils font quelque chose qui m'anime profondément, enfin, qui me passionnerait. Et j'imaginais jamais que moi, je pouvais être cette personne. Donc, il y a vraiment des choses à bouger, à faire bouger. J'ai vraiment besoin de réponses à mes questions. La kinésiologie, super. La kinésiologie, pourquoi pas. Mais la kinésiologie, on va aller déprogrammer des choses, mais l'idée, c'est quel est le chemin. Pour vous donner un petit exemple, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du psychiatre Viktor Frankl. Vous avez déjà entendu parler de lui? Alors, je demande à Maria. Viktor Frankl, c'est le troisième grand psychiatre de l'école de Vienne, c'est-à-dire qu'il est arrivé après Freud, Adler, et puis il y a eu Frankl. Et Frankl, lui, il est parti sur une autre théorie. Freud, c'était on a des pulsions libidinales qui nous posent tout un tas de problèmes dans la vie parce que quand on n'arrive pas à les réaliser, ça nous met mal, etc. en souffrant. Adler est arrivé en disant non, en fait, c'est un problème de toute puissance et d'impuissance. Les gens désirent être tout puissants et comme ils ne le sentent pas, ils se sentent impuissants, etc. Enfin bref, il y a quelque chose qui est tourné autour de ça. Je vous résume là vraiment rapide. Et Frankl, lui, il était juif et il a été dans les camps de concentration. Il s'est retrouvé à Auschwitz. Et en fait, en tant que psychiatre, il a observé comment fonctionnaient les personnes dans les camps et ce qui faisait, quelle était la différence entre les personnes qui survivaient et qui arrivaient à traverser ces choses qui sont totalement aberrantes, c'est-à-dire qu'ils vivent un truc qui est tellement hallucinant que ça les déstructure complètement. Mais il a été chercher les raisons qui font que ces personnes sont capables de survivre, c'est-à-dire de survivre, de pas mourir en cours de route, et en plus, à la sortie, de se reconstruire des vies et d'aller de l'avant. Et il a découvert que c'était en lien avec le sens. C'est-à-dire que lui, ce qu'il a découvert, c'est que la plupart de nos problèmes, en grande partie de nos problèmes, ne sont pas forcément liés exclusivement à nos problèmes passés, mais sont liés à nos problèmes futurs. C'est-à-dire au fait que si on n'a pas l'impression et si on n'est pas intérieurement, notre système nerveux est pas rassuré à l'idée qu'il peut nous arriver quelque chose dans notre vie qui est rassurant et qui a du sens pour nous, parce qu'après c'est rassurant, on se
je dirais que la peur et qui donne un sentiment d'insécurité, on la rassure peut-être en trouvant un bon job, en faisant quelque chose qui nous permet d'avoir de l'argent. Puis une fois qu'on est rassuré, ça y est, on est rassuré, on a une maison, on a de l'argent. Et puis les personnes qui font ça, bah, des fois, elles ont encore des doutes, encore des difficultés, encore des souffrances, encore des angoisses. Pourquoi? Parce qu'elles sentent qu'il y a quelque chose qui ne se réalise pas dans leur vie. Comme s'il y avait un potentiel qui était censé se réaliser, qui ne se réalisait pas. C'est comme un arbre. Hein. Un arbre, il y a des racines, mais si on prend la psychologie jungienne, il travaille que sur les racines. Si on prend la psychologie, on va dire frankelienne, lui, il montre que en fait l'idée c'est le projet aussi. C'est qu'est-ce que je vais faire pousser là-haut, qu'est-ce qui va grandir, quels sont les fruits qui vont arriver, est-ce que ça correspond à des aspirations, est-ce que ça a du sens pour moi. Donc c'est de trouver du sens, de donner du sens à ce qu'on vit. Et ça, parfois, c'est difficile de le faire de façon, comment on pourrait dire, déterminée par la volonté, en disant oui, moi je vais donner ça avec ça. Ça demande d'être reçu, ça demande d'être révélé, ça demande d'arriver de soi. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui sait, et ça se révèle à nous. Et quand ça se révèle à nous, quand ça vient de l'intérieur, il y a comme une confiance profonde parce que c'est comme si on connaissait déjà ça. C'est-à-dire, c'est comme si vous voyez, vous avez une perception de votre avenir et il y a quelque chose à l'intérieur qui vous dit, en fait, tu connais déjà. C'est fait pour toi. Ou c'est quelque chose que qui va vraiment te convenir. Donc, ça fait toute la différence. On n'avance pas du tout avec la même optique. Et du coup, ce qui s'est passé derrière nous paraît moins important. Mais parfois, s'il y a un frein ou un truc, on peut aller le débloquer. Mais ça, c'est encore d'autres techniques et d'autres stratégies. C'est pas forcément des techniques et des stratégies que je vais vous montrer dans ces deux ateliers. Mais c'est des choses que je vais faire par la suite dans un autre programme en ligne qui suivra ces deux ateliers-là d'ailleurs. Ce sera une continuité. Mais ça, j'en parlerai à un autre moment. Ok. Donc, ce que je vous propose là pour finir, c'est simplement peut-être de se mettre juste dans un petit état comme ça de détente, de relaxation, de vous poser dans votre siège. Alors, Maria, je sens que tu vas bailler. Oui, ben ça va pas changer. Donc, voilà. Je vais simplement vous proposer de vous mettre dans un état d'intégration par rapport à ce qui vient d'être dit, et puis je dirais, de bien-être pour pouvoir passer une bonne soirée. Donc, pour ça, il suffit simplement que vous vous laissiez vous installer tranquillement. Est-ce que vous êtes installé là confortablement ou le plus confortablement possible dans le siège ou dans l'endroit dans lequel vous êtes? Juste de bien ressentir que le corps est bien posé et qu'il peut se relâcher, qu'il peut se laisser aller. Et qu'en se relâchant et en se laissant aller, ça vous permet de ressentir des sensations de bien-être. Si vous avez les yeux ouverts, vous pouvez aussi simplement regarder un endroit plutôt fixe devant vous, si possible plutôt en hauteur, un peu au-dessus de la ligne de vos yeux, et fixer quelque chose. Et tout en ressentant votre corps qui s'installe confortablement, ou en tout cas qui est en train de se poser, en sentant les zones de votre corps qui sont en contact avec le support sur lequel vous êtes. En même temps, vous pouvez simplement observer devant vous cette chose et la décortiquer. Je dirais aller jusqu'à rentrer dans sa matière, de quoi elle est faite. Si vous la touchiez, vous auriez quelle sensation? Tout en étant attentif à la posture, au contact de votre corps. Vous pouvez faire ça d'un coup, ensemble, simultanément. Et tout en écoutant le son de ma voix et en étant attentif aux sons qui vous environnent, aux différents bruits qu'il y a dans la pièce. Et petit à petit, vous pouvez avoir votre champ de vision qui s'ouvre. Vous pouvez voir de plus en plus de choses autour de vous, être conscient de plus en plus de choses à voir, toujours en étant le regard fixe autour de ce point. Être de plus en plus conscient de ce que vous pouvez entendre comme bruit, simultanément. Et être de plus en plus conscient des sensations de votre corps qui est en train de s'installer tranquillement, de se relâcher progressivement, de plus en plus. Et quand vous le sentez, peut-être vous avez déjà les yeux fermés. Quand vous le sentez, vous pouvez fermer vos yeux
Ou peut-être fermer les yeux une deuxième fois derrière vos paupières s'ils ont déjà été fermés. Et vraiment être simplement dans ce que vous percevez visuellement derrière vos paupières. Peut-être ce sont des idées, des images, des réminiscences de formes, de couleurs. Et en même temps que vous regardez ça, vous pouvez être simplement à l'écoute de l'environnement, mais aussi à l'écoute de vos bruits personnels, c'est-à-dire au bruit de votre respiration. Le bruit que peut éventuellement faire votre corps. Et être en lien également avec cette sensation de bien-être qui se diffuse progressivement à l'intérieur de votre corps, au fur et à mesure que vous vous relâchez, et sentir ces pulsations. Un peu comme si vous deveniez de plus en plus immobile, attentif, conscient, hyper conscient. De plus en plus conscient même de votre respiration qui change quand vous y pensez. Et sentir cette sensation particulière qu'est la respiration quand vous inspirez profondément, de plus en plus profondément. Et également la différence de sensation quand vous expirez et que vous sentez que le corps se relâche encore un petit peu plus à chaque expiration. Un peu comme si chaque expiration correspondait à une marche que vous descendez et qui vous emmène de plus en plus vers un état plus profond de relaxation, d'intériorité, qui vous donne accès peut-être à votre monde intérieur, imaginaire. Et là, vous allez juste lancer une question. Vous allez juste lancer une question dans votre esprit. Comment puis-je me sentir plus confiant? Comment puis-je me sentir plus confiant? Et vous allez continuer de laisser votre corps se relaxer de plus en plus profondément, se relâcher, se détendre. Rentrer dans vos perceptions intérieures, dans votre imaginaire. Laissez vos représentations visuelles, ce que vous pouvez entendre, ce que vous pouvez ressentir. Simplement être tel que c'est. Et vous dire, vous répétez un peu comme un mantra cette question. Comment puis-je avoir davantage confiance en moi? Et vraiment, c'est important de vous la formuler, cette question à l'intérieur. Comme quand vous vous parlez intérieurement. Peut-être parfois vous parlez intérieurement pour vous dire des choses, des injonctions, fais ci, fais ça, fais comme ci, fais comme ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Là, l'idée, c'est d'utiliser cette même voix intérieure, mais pour vous questionner, pour questionner quelque chose en vous, ou quelque chose au-delà de vous. Et simplement de laisser votre corps en réception. Ne pas chercher avec le mental à essayer de trouver les réponses avec la volonté. On n'est pas dans une énergie masculine, on est dans une énergie féminine, de douceur, d'apaisement, avec une question qui est répétitive. Comment puis-je ressentir davantage de confiance en moi? Et vous laissez votre inconscient, vous laissez les informations apparaître, s'il y en a.
Et s'il n'y en a pas, vous continuez de vous poser la question. Et s'il n'y en a toujours pas, c'est pas important. Parce que la réponse ne va pas forcément venir dans l'instant par l'esprit. Elle va peut-être simplement s'installer en vous au moment opportun et vous modifiez certaines choses, certains comportements au moment où vous y attendez le moins. Juste parce que vous vous autorisez un moment à changer d'état, à rentrer dans quelque chose de plus relax, à vous mettre dans un état de transe, de transformation. C'est la transe qui donne forme à quelque chose de nouveau en vous. Et pour ça, des fois, il suffit juste de se questionner sur ce que vous voulez et de laisser les réponses venir d'elles-mêmes. Peut-être que ce sera ce soir, peut-être que ce sera demain ou après-demain. Faites confiance à votre inconscient. Il sait ce que vous ne savez pas que vous savez. J'ai envie de dire, m'adresser à chacun de vous et dire, fais confiance à ton inconscient. Il sait ce que tu ne sais pas que tu sais. Il a des capacités sensationnelles, énormes, qui demandent qu'à s'exprimer sans le contrôle, sans forcément qu'on maîtrise, sans forcément qu'on ait conscience de ce qu'il veut nous apporter. Je peux vous garantir qu'à plein de moments, il est là pour vous, il vous soutient, il vous apporte ce dont vous avez besoin. Et quand on est vraiment en lien avec cette part de nous, et qu'on fait confiance à ça, alors on peut se laisser aller un petit peu plus et improviser et vivre sa vie en se disant il y a quelque chose là de toute façon qui gère, quelque chose qui fait partie de moi, qui est haute, je dirais, une dimension supérieure de moi-même, pour ainsi dire, d'arrière-plan, et qui veille à mon mieux-être. Donc posez juste vous cette question, comment puis-je avoir davantage confiance en moi? Et pour ceux qui ont envie de vivre ces expériences et qui ont envie d'intégrer ces outils et vraiment d'avoir des protocoles qui soient précis, je vais vous donner des protocoles avec les questions que vous pouvez même utiliser pour accompagner d'autres personnes. En tout cas, sur la deuxième session. Sur la première session, ça va être quelque chose que je vais vous donner, mais que je vais surtout vous accompagner à faire. Et sur la deuxième session, je vais vous donner des techniques. Donc, pour ceux qui ont envie qu'on se retrouve mercredi ou alors en replay, et ben allez-y, inscrivez-vous, et ce sera un vrai plaisir de vous retrouver et de vous accompagner mercredi prochain. Merci Guillaume. Ça va, t'as pas trop bâillé, Maria? Non, ça va. Non, mais tout le monde est endormi avec la. Ouais, c'est motivant tes propos. Là, c'est bon, ils sont tous partis dormir. Oui, c'est motivant, c'est sûr que c'est motivant. Par contre, ce qui est important, c'est l'entretien. C'est comment on dit, la discipline intérieure, discipline, le disciple qui est en nous et qui apprend pour devenir maître. C'est-à-dire, si on veut devenir maître de soi, c'est important d'avoir le disciple en nous qui apprend progressivement et qui se façonne une nouvelle façon de fonctionner. Donc souvent on fonctionne avec notre ancienne façon de fonctionner, avec notre ancien nous, notre ancien corps, nos cellules et notre chimie interne et notre système nerveux d'avant. Et on pense pas assez à rompre avec ça, à se renouveler et à utiliser tout notre potentiel, notre système nerveux, notre système de perception, de dopamine, toute la mécanique intérieure qui est là pour nous renouveler et nous faire aller de l'avant et nous remettre dans la bonne dynamique on va dire d'existence avec du mieux-être, avec plus d'enthousiasme, avec plus de plaisir, plus de joie. C'est ça l'idée. C'était génial. Bon, et si les personnes ont quelques commentaires concernant comment ils se sentent après ce petit voyage intérieur. C'était quelque chose de rapide, c'était juste pour faire redescendre les choses de la tête là et revenir dans le corps. Ça, c'est très important de revenir dans le corps souvent.
Donc, je vous remercie pour votre présence. Je te remercie, Maria, parce que c'est la première fois qu'on fait quelque chose ensemble. Je te remercie pour ton écoute, pour ta présence, pour ton introduction. Et puis, je remercie toutes les personnes qui ont pris le temps d'être là ce soir. Ce fut un réel plaisir. Merci à toi. Merci à tous. Pour moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et puis pour toi aussi, tu leur dis à la semaine prochaine. Ok. Écoutez, je vous remercie beaucoup. J'ai grand espoir de vous retrouver sur ces ateliers, qu'on puisse passer des moments et qu'on avance, parce que moi, c'est vraiment ça qui me stimule, c'est d'aider des gens à bouger. Ça me met en joie et en énergie. Donc voilà, si c'est avec vous, bah, ce sera génial. Et puis, merci Maria, et à bientôt. À tous. Alors à bientôt, Guillaume.